Sabine Gignoux et Nathalie Birchem sont journalistes au quotidien La Croix. Elles ont mené une enquête à La Défense, le plus grand quartier d'affaires européen situé en région parisienne. Mais sous ses gratte-ciel et son centre commercial, un autre monde se cache. Plus d'une centaine de sans-abri s'y réfugient. Autour d'eux, des bénévoles tentent d'adoucir leur quotidien. Nathalie et Sabine nous racontent cette enquête qu'elles ont menée pendant plusieurs semaines. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 8. Une vie sous la dalle de La Défense. Je m'appelle Sabine Gignoux. Je suis critique d'art au service culture de La Croix depuis une vingtaine d'années. J'ai eu l'idée de ce reportage sur les sans-abri à La Défense il y a environ 3 ans, en entendant un proche me parler de personnes qui vivaient sous la dalle de La Défense. Voilà, on m'avait raconté qu'il y avait une centaine de personnes qui vivaient là, au moins une centaine, avec des jeunes, même des familles, des gens plus âgés, des travailleurs pauvres. Évidemment, la Défense, comme on a plutôt l'image d'un grand quartier d'affaires, ce contraste entre la vie économique flamboyante et puis la très grande précarité, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque et je m'étais dit ça ferait un beau sujet de reportage. Mais je travaille au service culture, donc c'était pas tellement dans mes attributions. Et je suis allée en parler à Nathalie Birchem, qui, à La Croix, est spécialiste de l'exclusion. Je m'appelle Nathalie Birchem, je travaille à La Croix depuis l'an 2000, je crois. Et je suis la rubrique Exclusion-Solidarité depuis 2 ans et demi maintenant. Alors bon, moi je fais, c'est ma rubrique, la pauvreté, donc je fais souvent des reportages avec les sans-abri, donc je me suis dit, c'est pas très original. Et puis bon, je me suis laissée gagner par l'idée, parce que c'était quand même super de pouvoir avoir beaucoup de temps pour faire un reportage. Et puis, évidemment, tout le monde connaît La Défense, tout le monde connaît ce monde de grandes tours immenses qui abritent les fleurons du CAC 40. Il y a Areva, il y a la Société Générale, il y a HSBC, c'est immense. Et quand vous êtes de près, en fait, vous vous rendez compte que c'est vraiment un décor de cinéma. Vous avez la tour Total qui ressemble à un monolithe noir. On dirait qu'on est dans l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous avez un peu plus loin une espèce de tour bleutée, évidée. Alors là, c'est carrément les dents de la mer. Puis vous avez, donc ça, c'est quand vous regardez du côté de la Tour Eiffel. Puis si vous vous tournez, vous avez cette espèce d'immense carré minéral qui est la Grande Arche avec des œuvres d'art partout. Enfin voilà, un univers très moderne, très puissant, et par contre, vous ne savez rien de tout ce qui se passe en dessous. Or, en dessous, c'est un labyrinthe, c'est très grand. Donc, sous la dalle, en fait, vous avez la terre naturelle, elle est à des dizaines de mètres, et en dessous, vous avez tout un tas d'étages. Vous avez les infrastructures de transport, le métro, le RER. Il y a d'ailleurs une gare fantôme qui n'a jamais ouverte. Et puis, vous avez les voies routières qui sont sous des tunnels. Et là, il y a des gens qui dorment là, dans tous ces petits trous, ces petits labyrinthes. Puis vous avez aussi au pied de chaque tour des voies de livraison avec des locaux techniques. Et là aussi, vous avez des gens qui dorment, qui vivent là, des sans-abri. Et puis, vous avez, entre tous ces étages, encore d'autres des petits boyaux, des issues de secours, des voies techniques, où parfois, quand vous rentrez, vous avez une porte métallique que vous ouvrez, c'est tout petit, vous dites, c'est juste une fenêtre. Eh ben non, il y a encore des choses derrière. Et parfois, là, vous croisez des gens. Donc, en fait, il y avait plein de choses à raconter à La Défense. Donc on voulait faire ça en douceur, on voulait prendre le temps de voir les gens, que ça soit différent d'un reportage habituel où on y va une journée, 2 jours maximum. Là, on voulait revenir. Donc on a rencontré les gestionnaires de Paris La Défense, on a rencontré les associations, on a rencontré la Croix-Rouge qui fait des maraudes, on a rencontré les gens des parkings, le commissaire. On s'est donné le temps de voir tout le monde avant. Et puis on voulait aussi pour que ça soit, pour que la rencontre soit pas trop brutale, on s'est dit on va pas travailler avec un photographe pour une fois, on va travailler avec un dessinateur.
Et donc on a eu la chance de rencontrer Titoine qui est dessinateur, qui a un dessin très très empathique, très modeste et qui a déjà travaillé en illustrant un reportage sur la brigade des mineurs et qui se trouve, on l'a découvert à ce moment-là, a travaillé 15 ans à la Défense dans des bureaux de la Grande Arche. Donc c'était la super rencontre. Six mois avant le début de notre reportage sur le terrain, on décide avec Nathalie de prendre contact avec les associations qui travaillent à la Défense et qui vont un peu nous servir de première porte d'entrée pour descendre sous la dalle. Il y a une structure qui s'appelle la Maison de l'Amitié, qui est vraiment le pôle central qui offre un accueil de jour aux sans-abri, où on est plutôt bien reçu, avec quand même un peu de méfiance vis-à-vis de ce qu'on représente, c'est-à-dire les journalistes qui souvent ne viennent parler des sans-abri que quand il fait très froid, etc. Alors on explique que justement on va essayer de faire un travail au long cours, en prenant le temps, que c'est une approche un peu différente, que évidemment à la Croix on cultive pas trop le sensationnel, donc voilà, on va y aller doucement. La Croix-Rouge, elle, qui fait des maraudes le soir, est très réticente, multiplie les obstacles. On va avoir beaucoup de mal à obtenir l'autorisation de faire des maraudes avec eux, mais ça va finir par se débloquer un peu au dernier moment. Et puis il y a une association qui s'occupe des jeunes aussi, en errance à la Défense, et qui, elle aussi, on la sent un petit peu méfiante au départ, par souci de protéger les jeunes. On est venu faire du bénévolat à la Maison de l'Amitié. La Maison de l'Amitié, c'était un peu notre porte d'entrée dans ce reportage. C'est un accueil de jour qui reçoit des sans-abri en journée, qui ne fait pas d'hébergement, et qui commence dès 7h du matin. Il y a des bénévoles, des salariés, des riverains, toutes sortes de gens qui viennent simplement distribuer du café aux sans-abri. Donc on est venu faire du bénévolat une fois, deux fois, pour montrer notre tête, connaître les gens simplement, et de sorte que quand on est arrivé en novembre pour commencer vraiment le reportage, nos 2 semaines de reportage, on était déjà un petit peu en terrain connu. On avait déjà dans l'équipe, dans les bénévoles, dans les sans-abri même, des têtes qu'on connaissait. Donc il faut imaginer que tous les matins vers 7h, 7h30, donc on sort du RER, sortie 1, la Grande Arche, donc on sort l'escalier, on voit le ciel blafard, sombre, pas encore sorti, les tours sont pas encore sortis de la nuit, et dans l'entresol vous avez un espèce de tunnel qui sent pas bon, qui sent l'urine. Là il y a pas de cadre, les cadres ils sont pas arrivés, ou ils vont pas là. Puis vous avez quelques silhouettes emmitouflées, des sacs à dos, des bonnets, et les gens ils vont vers la Maison de l'Amitié, donc qui se trouve dans un autre sol, entre la dalle et un entresol, et donc là vous rentrez et ça sent bon le café chaud, et c'est doux, c'est chaud, c'est une réalité assez tendre en fait. On a pris ce parti en fait de venir le matin prendre le café avec eux. Donc on était là avec nos petits cahiers, bonjour, je suis journaliste, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Donc parfois ça faisait et parfois c'était une conversation, et on a eu des super rencontres en fait. On a eu des rencontres avec des gens avec qui on n'a pas du tout parlé, qu'on n'a pas cité dans le papier, on s'est échangé des livres. En fait, le fait de passer du temps avec eux fait qu'on a eu accès à une dimension autre que leur statut de SDF, si on peut dire, de sans-abri. On a pu discuter pas simplement de leur vie ou de la nôtre, mais de leur goût. Alors tout au long de ces 15 jours, évidemment, il y a beaucoup de rencontres, de temps forts qui nous ont marqués. On peut pas les évoquer tous parce que c'est la Défense, c'est une addition de solitude. Chaque situation est différente. Mais une des rencontres assez fortes qui m'a bouleversée, c'est Sébastien, dont on parle dans le reportage. C'était un homme assez frêle, qui était un peu noyé dans une parka trop grande, comme ça, que j'ai rencontré un jour devant la Maison de l'Amitié. Il était en train de se rouler une cigarette avec une quinzaine de mégots, en les vidant très soigneusement, en récupérant le tabac, en remettant tout ça dans une feuille de papier à cigarette. Ce qui m'avait frappé d'emblée, c'est qu'il prenait vraiment soin de
de faire tomber aucun brin de tabac par terre, mais aussi de ramasser les vieux filtres, etc., de tout jeter soigneusement à la poubelle après, de laisser le petit banc sur lequel il s'était installé très, très propre. Alors Sébastien, il nous a un petit peu raconté son parcours, des bribes. Il y avait eu pas mal de ruptures familiales dans sa vie. Il avait travaillé comme électricien en intérim. On n'a pas trop compris pourquoi ça s'était arrêté. Aux dernières nouvelles, il rêvait de partir faire un projet humanitaire en Amérique latine. Et oui, avec un ami. C'est ce qu'il nous a raconté. Et puis cet ami est décédé. Voilà. Ça, c'est le récit de Sébastien. Bon, un peu lacunaire, certainement. Et puis, il a accepté de m'emmener voir là où il dormait. J'y suis allée toute seule avec Titoine, le dessinateur. Je le sentais très fragile et je pensais qu'il fallait pas qu'on soit trop nombreux à ce moment-là. Et le premier endroit où il m'a emmenée, ça m'a beaucoup surpris. C'était dans l'entrée de la galerie marchande du centre commercial des 4 Temps, qui est un immense centre commercial avec des dizaines de milliers de visiteurs qui passent par jour. Et il était vraiment au milieu de l'entrée. Il m'a dit, je me mets là le soir au pied d'un petit kiosque où il y avait un stand de beauté et je dors là, en plein milieu du passage. Donc j'étais déjà assez essoufflée parce que quand Sébastien me montre ça, je réalise qu'il n'a aucune intimité, cet homme, qu'il est dans un endroit foulé dans la journée par des dizaines de personnes. Et voilà, ça me surprend beaucoup, qu'il ne cherche même pas un petit refuge, un petit recoin où recréer un semblant de chez soi, même très précaire. Et puis Sébastien m'explique qu'il y a un autre endroit où il dort quand il rentre très tard, parce que l'entrée des 4 Temps est fermée. Il se réfugie dans un parking qui reste ouvert toute la nuit. Et je lui demande de me le montrer cet endroit. Donc il me dit d'accord, on y va. Et là, on prend l'ascenseur, on descend au 3e ou au 4e niveau, je ne sais plus. C'est souvent des niveaux qui ne sont pas occupés par la clientèle et qui donc sont assez prisés des sans-abri qui s'y cachent. Et je m'attends à ce qu'il me montre une cachette. Et en fait, on s'arrête dans le hall des ascenseurs, qui est un hall carrelé tout blanc, très clean, avec des néons vraiment très violents, très blafards, de la musique à fond. Je me souviens, c'est une suite de Bach au violoncelle, ça m'a marqué. Et puis des annonces des parkings Indigo qui coupent la suite à intervalles réguliers, comme ça, qui sont très forts. Et il me dit, c'est là que je dors, en plein milieu de ce hall, sous les néons très violents. C'est pas très professionnel, j'aurais préféré retenir mes larmes devant Sébastien, parce que je voulais pas qu'il voie, voilà, la peine que ça me provoquait. Alors heureusement, il y avait Titoine, le dessinateur. Je me suis vite retournée pour me moucher, et puis bon, on est ressorti avec Sébastien. Je me souviens, il avait un rendez-vous à l'hôpital, juste après nous avoir vus. Il nous a dit ça, j'ai compris que voilà, toute cette fragilité qu'on avait sentie, elle était très, très réelle. Bon, ça c'était une des rencontres un peu fortes de notre reportage. Dans ceux qui vivent à la Défense sur place, dans les sous-sols, il y a une histoire qui m'a touchée, c'est celle d'Amadou. Donc Amadou, je l'ai rencontré quand à la Maison de l'Amitié, le jeudi après-midi, la Maison de l'Amitié fait des ateliers. Là, c'était un atelier cuisine. Donc on s'est retrouvés à éplucher des pommes pour faire une tarte aux pommes. Donc on discute, plus ou moins. Bon, on n'a pas mon cahier quand j'épluche des pommes, personnellement. Donc on discute d'autres choses. Il parlait pas beaucoup, c'est un homme très doux. Il est d'Afrique de l'Ouest. On s'est pas dit grand-chose, mais il y avait comme une sorte de connivence. Et puis le lendemain ou le surlendemain, il avait une petite blessure à la lèvre, un pansement. Donc je lui dis ça va, elle me dit pas trop, mais elle n'avait pas envie de parler. Et puis quelques jours plus tard, à force de revenir, en fait, il m'a raconté l'histoire et il nous a emmenés dans son squat avec Sabine et Titoine.
Donc, son squat, je vais pas vous dire où c'est parce que les squats, c'est interdit. Donc, il faut y aller, il faut aller prendre tout un tas d'escaliers, de couloirs très sales. Et puis, on arrive devant une porte qui est fermée par une espèce de fil électrique. On frappe à la porte, il y a une jeune femme qui ouvre. Donc on se dit, bon, il y a du monde dans ce squat. Donc, on entre, il y a 2 canapés. La jeune femme était manifestement en train de dormir dans les canapés. Il y a un frigo, il y a des tapis avec des chaises. Enfin, c'est assez cosy. Il y a une résistance qui fait chauffage. Et puis derrière, il y a un espèce de rideau qui ferme la porte. Puis derrière, d'autres pièces avec des lits. Il y a une pièce avec des gravats. Il y a même une peinture, un visage qui est accroché au mur quelque part. Donc c'est assez surprenant parce que se dit, bon, c'est un squat dans le sous-sol de la Défense, et puis c'est assez, sans être grand confort, hein. Il y a pas d'eau, il n'y a pas de choses comme ça. C'est assez surprenant de voir ça. Et Amadou nous explique en fait que il a été introduit là par un ami, et que cet ami a trouvé une maison, heureusement pour lui, et que quelques jours après, en fait, un type est venu le voir en lui disant, bon, maintenant, si tu veux rester, il faut payer 200 €. Il est migrant, il est sans papier, il a pas d'argent. Donc il dit, moi, j'ai pas d'argent, j'ai nulle part où aller, donc je vais rester. Et un jour, à 3h du matin, le type est revenu avec plusieurs mecs, et donc il y a eu une bagarre, et c'est suite à ça où il a été blessé. Donc ça nous a fait percevoir un petit peu l'insécurité, le côté un peu violent de cette vie qui peut basculer du jour au lendemain très vite dans ces sous-sols de la Défense. Il y a une autre rencontre dont j'ai envie de vous parler, parce que c'est un peu l'opposé. C'est l'histoire de Didier. Il a 50 ans, je crois. Didier, je le rencontre aussi à la Maison de l'Amitié. Il est dans son bol de café. Il est un peu à l'écart des autres. Il se mélange pas beaucoup. Il a son anorak, sa casquette. Donc je m'approche de lui parce que je lui avais jamais parlé. Puis je me dis, il va m'envoyer péter. Et en fait, non. Didier est très affable. Il est sympathique. Il a l'air d'avoir envie de parler, mais pas non plus très très bavard. Et donc je lui explique qu'on fait un reportage à la Défense, et il me dit, moi je connais bien parce que j'y ai travaillé. Je dis, ah bon, je travaillais dans les parkings. Ah bon, et maintenant j'y vis. Ah, et en fait il s'occupait des dispositifs de sécurité dans les parkings, donc il sillonnait avec une voiture tous ces dispositifs pour les vérifier. Et puis à l'époque il vivait en hôtel, et son salaire il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, donc il a quitté son boulot, et puis depuis il a erré dans plusieurs villes de France, d'Angleterre, des Antilles. Depuis, il est à la rue, en fait. Et il présente ça comme un choix, enfin un choix relatif. Il sait bien qu'il aimerait bien avoir un peu plus de confort, mais voilà. Et il nous emmène dans son lieu, qui est dans un espace de livraison. Et là, on se dit, on va voir des cartons. Et en fait, non, derrière un pilier, il y a 1 mètre carré de béton, avec à droite 2 sacs de nourriture de fast-food déposés par un passant, manifestement, et puis des gobelets, genre gobelets de Coca-Cola, et voilà. Et c'est ça son chez lui, c'est tout. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Parce que ça fait longtemps qu'il vit dans ces conditions. Et donc je lui demande, mais t'as pas de carton? Il dit, bah non, j'aime pas ça, les cartons. Je dis, ah bon, mais il fait pas froid? Non, moi j'aime pas les gants. Donc Didier, en fait, il aime pas les cartons, il aime pas les gants, il aime pas le RSA non plus. Donc, il a pas le RSA, il a pas le téléphone. Il va faire la manche à la gare de l'Est, ou dans le 11e, et comme ça, il a quelques euros et ça lui suffit. Enfin, c'est le dénuement extrême. C'est-à-dire, c'est vraiment... Donc il a pas de canapé. Enfin, il y a des gens qui vivent en squat, et puis lui, et qui présente ça avec un détachement assez inouï, en fait. Un autre endroit qu'on va découvrir assez dur, c'est les galeries. C'est des issues de secours des parkings dans lesquels des gens se réfugient. Alors c'est un véritable labyrinthe. Et tout d'un coup, au détour d'un couloir, on est tombé sur un jeune qui dormait, qui était couché par terre sur un matelas. On voyait juste sa tête avec des boucles brunes qui sortaient, qui dépassaient d'une couverture. Et
Ça nous a assez émus. C'était un jeune qu'on avait vu la veille sur la dalle de la Défense. On avait plaisanté avec lui. Et de le retrouver là, vraiment au fond de cette galerie très sombre, très glauque, qui dormait. On savait qu'il y avait d'autres matelas à côté et qu'ils étaient 4 jeunes à dormir là le soir ensemble. J'avoue que ça a été une image qui m'a pas mal hantée dans les nuits qui ont suivi. On avait vraiment un sentiment d'abandon, quoi, pour ces jeunes, dont plusieurs d'ailleurs sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et ont perdu tout soutien de l'État, toute famille d'accueil à leur majorité, et ils se sont retrouvés d'un coup à la rue, quoi. C'est absolument tragique. L'une des choses les plus glauques en fait qu'on a découvert, en fait, c'est le monde de la prostitution souterraine. En fait, à côté de la Maison de l'Amitié, il y a une autre association qui s'appelle l'association du site de la Défense, qui suit des jeunes et où il y a des éducateurs de rue, donc ils connaissent très très bien l'endroit. Et l'un d'entre eux, Mourad, nous a emmenés un petit peu dans là où ils vont, parce que c'est eux qui connaissent le mieux en fait tous ces labyrinthes. Et donc on va dans le centre commercial Decathlon, on passe devant Auchan, et puis il y a tout un tas de couloirs que je ne saurais même pas y retourner. Et là on arrive dans ce qui est peut-être, c'est pas une voie technique, c'est pas une issue de secours, ils appellent ça les étages interfiltres. Où il y a, ce qui est un lieu de rencontre. On voit quelques jeunes qu'on connaît d'ailleurs qui dorment ici, mais qui se livrent pas forcément à la prostitution. Et c'est des lieux assez glauques parce que c'est sale. Enfin, il y a des excréments par terre. Au mur, il y a des numéros de téléphone avec des publicités pour la prostitution masculine, des slogans, c'est un peu Mad Max, quoi, comme univers. Évidemment, on voit personne, mais Mourad nous explique que il lui est arrivé de croiser des messieurs en costume d'un certain âge revenir de ces endroits où ils n'avaient rien à faire d'autre que des rencontres. Et il nous explique que pour eux c'est difficile de travailler avec ces jeunes parce que ils ont une appréhension de leur sexualité, de la violence qui rend l'approche difficile. Des réalités où on s'attendait, enfin on pouvait s'attendre à ce que ça existe, c'est une chose de le savoir, c'est autre chose de voir des jeunes qui peuvent être confrontés à ça. Quand on remonte, le contraste avec le milieu des tours, avec des cadres qui se déplacent très très vite, en ligne droite, la navette autonome, enfin ce monde d'hypermodernité. Le centre commercial Decathlon, il y a toujours énormément de monde qui fait ses achats, surtout en cette période de Noël. Puis quand on remonte par l'escalator à l'air frais, on se dit « je vais pouvoir respirer un petit peu, c'est un peu lourd tout ça ». Et là, il y a les chalets de Noël et je me rappelle donc d'un moment où on est remonté, et puis c'était le chalet de l'Auvergne qui nous a goûté du tripou, je sais pas quoi, l'Auvergne vous gagne. Enfin, il y a un contraste très 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 important que je pense les salariés qui travaillent à la Défense ne perçoivent pas parce qu'ils ne soupçonnent pas en fait tout cet univers qui vit dans la ville souterraine qui est sous la dalle de la Défense. Je voudrais pas vous parler que des moments durs, parce qu'il y a eu aussi, paradoxalement, beaucoup de moments joyeux avec les sans-abri. D'abord parce qu'on a passé du temps avec eux. On a beaucoup discuté de tout et de rien, de la vie. On a fait un atelier cuisine un jour, par exemple, je me souviens, et c'était très drôle à la Maison de l'Amitié. On arrive, tout le monde est affairé avec des couteaux, des victuailles pour préparer à manger. Et il y a François, un grand Antillais qui a été cuisinier dans une autre vie, j'allais dire, qui dirige un peu l'atelier. Et François, c'est un homme hyper blagueur, quoi, qui m'a jamais raconté les difficultés de sa vie, mais en revanche, qu'est-ce qui m'a fait rire? Il avait toujours des bons mots à partager. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé souvent avec Nathalie, c'est le rire, la plaisanterie, voilà, comme une forme de politesse, je pense, de ces gens qui avaient peut-être
pas grand-chose à nous offrir sur le plan matériel, mais sur le plan humain, beaucoup. Enfin, il y a d'abord des personnes formidables. Dans les bénévoles, il y a des gens gigantesques. Je pense notamment à Mylène. Mylène, qui est une bénévole, qui est une riveraine. Elle est arrivée dans le quartier de la Défense dans les années 70. Elle a vu le quartier grandir, elle a vu les tours se construire. Et puis un jour, elle est passée devant la Maison de l'Amitié, qui venait juste de se monter, puis elle est jamais repartie. Et alors, Mylène, donc elle a à peu près 70 ans, je me rappelle plus. Elle est frêle, toute menue, c'est vraiment 50 kilos, peut-être moins, tout mouillé, les cheveux courts, une voix très douce, et elle fait un boulot immense à la Maison de l'Amitié. Elle assure les cours de français, et faut voir Mylène à côté de Dimitria, qui parle pas du tout français, semaine après semaine, refaire le peu, le pas, et tout ça, épaule contre épaule, dans une grande tendresse. Enfin, ça réconcilie un petit peu avec l'humanité quand on vient de le voir, en fait, des choses assez dures sous la dalle. On raconte aussi dans le reportage une visite au Louvre où on s'est retrouvés à admirer les peintures avec eux, à parler de la beauté des tableaux. On avait complètement oublié à ce moment-là d'où eux venaient, d'où nous on venait. On était juste là ensemble avec l'envie de partager des émotions, et là aussi on a beaucoup ri en plus, parce qu'ils ont un humour assez décapant. Et c'est peut-être ce que je retiendrai de ce reportage. Au final, au bout des 15 jours, j'avais eu vraiment l'impression de vivre quelque chose d'assez intense, d'assez authentique, avec des gens qu'on a rencontrés dans une grande simplicité. Ils nous ont offert un peu cette visite avec eux, et on espère que maintenant on pourra leur rendre l'appareil, parce qu'il est prévu, enfin je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais qu'ils viennent nous voir à la Croix. Donc qu'un jour, en fait, il y a des gens qui viennent peut-être nous poser des questions, peut-être nous dire mais pourquoi vous avez écrit ça, et pourquoi. Et donc ça sera chouette de pouvoir les revoir dans ces conditions, un petit peu en étant dans la position de ceux à qui on va poser des questions, peut-être, en tout cas de ceux qui accueillent cette fois-là. Ce reportage a finalement été publié dans La Croix le 20 décembre, juste avant Noël. La Croix a décidé d'y consacrer assez exceptionnellement 12 pages. C'était la première fois qu'on publiait un reportage long format sur une pagination aussi longue. Et ça a permis de donner beaucoup de place au dessin de Titoine. Il nous a fait notamment cette une magnifique sur la Défense, où on voit à la fois les tours bleuté, coloré à l'aquarelle, et juste en dessous un sans-abri qui dort dans des teintes orangées très, très chaudes comme ça, et ça donne bien aussi une idée de toute la vie qui se cache dans ces sous-sols. Et puis il a croqué de manière très, très humaine, très juste les attitudes des sans-abri au petit café, ou qui s'endorment sur les bancs des associations parce qu'ils ont passé une nuit épouvantable et qu'ils ont juste besoin d'un coin où se coucher. Voilà. Donc, grâce à Titoine, je pense ça a apporté vraiment un plus en termes d'humanité à ce sujet qui, peut-être sans lui, aurait été beaucoup plus dur. Le reportage de Sabine et Nathalie, ainsi que les dessins de Titoine, sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1. En attendant de nous retrouver pour la saison 2, vous pouvez réécouter ou découvrir les 7 autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi lire l'ensemble des reportages de cette saison sur lacroix.com. À très bientôt.